Où puis-je acheter un cœur pour ma mère? Nicolas Herrera leva les yeux de son ordinateur portable et vit une petite fille d'accent grave peine 6 ans debout devant lui, ses yeux sombres et sérieux, immobiles. Elle portait une robe rose délavée et tenait quelques billets et pièces froissées dans son petit poing. « Excusez-moi, demanda-t-il, surpris. « Ma mère a besoin d'un nouveau cœur, dit la jeune fille, élevant la voix juste assez pour couvrir les murmures de l'hôpital. Le sien ne fonctionne plus bien. Savez-vous où ils en vendent? Il jeta un coup d'œil à l'entrée de l'hôpital général de Mexico. Des dizaines de personnes étaient assises sur des chaises en plastique bleu, mais personne ne semblait remarquer la question pressante de l'enfant. « Ma fille, les cœurs ne se vendent pas comme des bonbons au supermarché, répondit-il doucement en fermant son ordinateur portable. Les médecins s'en occupent. Elle fronça les sourcils. Mais les médecins disent qu'il n'y a plus de cœur disponible, et ma mère devient très pâle, comme quand la batterie de ma poupée est à plat. Sa comparaison le frappa en pleine poitrine. Il prit une grande inspiration. Il était venu ici uniquement pour récupérer les papiers d'un projet de financement, c'était censé être une simple course de routine. Pourtant, à cet instant, tout lui parut réel. « Comment t'appelles-tu » demanda-t-il. « Valentina » dit-elle d'une voix douce et ferme. « Et toi, Nicolas » Il hésita. « Où est ta mère maintenant ?»« À l'étage. Elle dort beaucoup. Les infirmières disent qu'elle est fatiguée, mais je pense qu'elle est triste parce qu'elle n'arrive pas à trouver son nouveau cœur. » Valentina s'approcha et posa la main sur son genou. « Tu as l'air important, dit-elle. Tu portes un costume et tu as un ordinateur hors de prix. Tu sais sûrement où ils vendent des vrais cœurs? » Non, ma fille, murmura-t-il, le cœur battant. Ce n'est pas si simple. S'il vous plaît, insista-t-elle en ouvrant le poing pour lui montrer 4 billets de 100 pesos froissés. J'ai de l'argent, 400 pesos. Ma grand-mère me l'a donné en cas d'urgence. C'est une urgence, non? Nicolas sentit un nœud se nouer dans son estomac. La confiance inébranlable de la jeune fille en lui, comme s'il détenait la solution impossible, le faisait se sentir indigne et responsable. « Valentina, où est ton père » demanda-t-il doucement. Elle haussa les épaules. « Je n'ai pas de père. Juste ma mère et ma grand-mère, mais grand-mère a dû rester à Puebla pour s'occuper de mon oncle malade. Alors je suis seul ici. »« Seul » répéta-t-il, alarmé. « Je sais prendre le métro et acheter à manger. Je ne suis plus un bébé. » Il n'avait pas de mots. Une fillette de 6 ans errant seule dans la ville pour acheter un nouveau cœur à sa mère avec 400 pesos, cette image était terrifiante. « Écoutez, monsieur Nicolas, supplia-t-elle, voulez-vous m'aider ou non? Sinon, je devrais trouver quelqu'un d'autre. » Elle se dirigea vers l'ascenseur, son sac d'argent à la main. Sans réfléchir, Nicolas se leva et la suivit. Quelque chose dans la détermination farouche de Valentina le captivait. Ils prirent l'ascenseur silencieux jusqu'au 5e étage. Valentina arpenta les couloirs comme si c'était chez elle, saluant les infirmières qui la connaissaient déjà par son nom. À la porte de l'unité de soins intensifs adultes, elle s'arrêta. « Voilà ma mère » dit-elle en désignant le lit numéro 3 à travers la vitre. Nicolas jeta un coup d'œil à l'intérieur et se figea. La femme dans le lit était plus mince, reliée à des tubes, mais il la reconnut immédiatement. C'était Lucia Rivera, la même Lucia qui avait disparu de sa compagnie des années auparavant sans explication. « Ta mère s'appelle Lucia » demanda-t-il d'une voix brisée. Valentina hocha la tête. « Oui, elle la connaît. » Nicolas sentit son monde tourner. Son regard oscillait entre les traits de Valentina au son nez, ses yeux sombres, la façon dont elle fronçait les sourcils lorsqu'elle se concentrait et le visage pâle de Lucia sur son lit d'hôpital. « Monsieur, vous allez bien » demanda Valentina, l'inquiétude dans la voix. Il parvint à esquisser un faible sourire. « Oui. Oui, je vais bien. » Puis il murmura, « Quel âge as-tu exactement ? » 6 ans. J'aurai 7 ans en octobre. Il calcula mentalement, 7 ans depuis le départ de Lucia, 6 ans depuis le départ de Valentina. Les chiffres s'alignèrent d'une manière qui le terrifia. « Ta mère ne t'a jamais parlé de ton père » s'aventura-t-il. La petite bouche de Valentina s'abaissa légèrement. « Parfois, elle dit qu'il était très occupé et qu'il avait des choses plus importantes à faire que de s'occuper de nous. » Ces paroles le blessèrent comme un couteau. Il s'appuya contre le mur, peinant à assimiler la révélation. « Monsieur Nicolas, allez-vous vraiment m'aider à offrir un nouveau cœur à ma mère ?
Il regarda la petite fille déterminée au sa possible fille et la femme dont il avait autrefois pris soin. Finalement, il hocha la tête. Je vais t'aider. Pour la première fois depuis des années, Nicolas Herrera n'avait aucune idée de la promesse qu'il venait de faire. Cette nuit-là, il n'arrivait pas à dormir. Il resta assis dans son bureau jusqu'à 3 heures du matin, fouillant dans de vieux dossiers à la recherche de la moindre trace de Lucia Rivera. Elle avait été embauchée comme secrétaire intérimaire en mars 2018 et était partie en juillet où son dossier mentionnait une démission volontaire, mais Nicolas s'en souvenait différemment. Laetitia, sa secrétaire permanente, lui avait dit que Lucia n'était pas revenue un seul week-end, et malgré ses projets d'expansion surchargés, il n'avait jamais demandé pourquoi. Maintenant, en regardant la photo de Lucia dans le dossier personnel, des souvenirs lui revenaient, une femme intelligente et efficace qui avait attiré son attention la première fois qu'ils avaient travaillé sur un projet de nuit. Il se souvenait de la dernière semaine de juillet, de ses regards nerveux, de ses tentatives de lui parler, chacune interrompue par une tâche, plus urgente. Ses pensées furent brisées par la sonnerie du téléphone du bureau. « Monsieur Herrera, je m'appelle Valentina. Vous vous souvenez de moi ?» Il se redressa. Il était 8 heures du matin. « Valentina, » souffla-t-il. « Comment as-tu eu mon numéro ?» Infirmière Patricia, expliqua-t-elle d'un ton neutre. Elle connaît des gens importants à l'hôpital. Je lui ai dit que vous m'aideriez avec le cœur de ma mère. Où es-tu en ce moment? À la cafétéria. J'avais déjà pris mon petit déjeuner, jus et chilaquil. Avec l'argent qu'il me restait. Tu as dormi ici, murmura-t-il. Oui, sur une chaise dans la salle d'attente. Les infirmières m'ont donné une couverture. Son estomac se retourna à l'idée d'elle seule et vulnérable. As-tu vu ta mère ce matin? Elle dort encore, mais le docteur Camilla a dit qu'elle avait ouvert les yeux un petit moment. C'est bon, demanda-t-il. Très bien. A-t-elle déjà trouvé un nouveau cœur? Pas encore. Mais je vais voir les médecins pour voir ce qu'on peut faire. Il raccrocha et composa immédiatement un autre numéro. Le docteur Mendoza répondit, et Nicolas lui accorda une faveur discrète. Une demi-heure plus tard, il est arrivé à l'hôpital avec un sac de petit déjeuner pour Valentina et un rendez-vous avec le docteur Camilla Rio, la cardiologue qui supervise les soins de Lucia. L'état de Madame Rivera est critique, a expliqué le docteur Rio dans son cabinet. Il s'agit d'une cardiomyopathie dilatée terminale. Elle a besoin d'une greffe urgente, mais elle est toujours sur la liste d'attente. Nicolas hocha la tête, se préparant à ce qui allait suivre. Son système immunitaire est complexe, demanda Nicolas d'une voix étranglée par l'urgence. Des semaines, peut-être un mois si on a de la chance, si on ne trouve pas de cœur compatible. Le médecin ne dit rien, son silence étant plus révélateur que n'importe quelle parole. Connaissiez-vous cette patiente? Demanda le docteur Barrios, le regard perçant. Nicolas déglutit. Elle travaillait pour moi il y a des années, admit-il. Je me sens responsable de ce que... Sa voix s'interrompit, ne sachant comment s'expliquer sans paraître ridicule. Autre chose, insista le médecin. La jeune fille, Valentina, n'a pas de famille proche disponible si quelque chose arrivait à sa mère. Nicolas hocha la tête. Il comprenait ce qu'elle voulait dire et il prendrait en charge tous les frais médicaux nécessaires. Il trouva Valentina dans la chambre de Lucia, perchée sur une chaise près du lit, sa petite voix lisant un livre à voix haute. Alors le prince a dit à la princesse que tout irait bien, entonna-t-elle sérieusement, parce qu'il trouverait un moyen de la sauver. Nicolas s'attarda sur le seuil, observant la silhouette fragile de Lucia, branchée à des moniteurs et des tubes, mais marquée par la même détermination inébranlable qu'il voyait chez Valentina. « Maman, monsieur Nicolas est venu nous rendre visite », annonça Valentina sans lever les yeux. « C'est lui qui va t'apporter le nouveau cœur. » Il s'approcha lentement du lit. « Salut, Lucia », murmura-t-il, et pendant un instant, ses paupières frémirent. Valentina l'interrompit, « Tu sais ce qui est étrange ? Quand j'ai dit son nom à ma mère avant qu'elle s'endorme, elle a pleuré, mais pas de tristesse. » Elle marqua une pause et inspira profondément, comme si l'effort en lui-même comptait. « Elle me connaît. Je crois. Et je crois que tu la connaissais avant, non ?» Nicolas s'affala sur l'autre chaise, le visage entre les mains. Il expira en tremblant. « Oui, je la connaissais, c'était ma petite amie, autrefois. C'est pour ça qu'elle est partie. » Il leva les yeux vers Valentina. « Je ne sais pas encore la suite, mais je veux la découvrir. » Elle hocha simplement la tête,
acceptant sa réponse pour l'instant. Monsieur Nicolas, avez-vous des enfants? Demanda-t-elle soudain. La question le frappa comme un coup de poing. Il hésita, puis secoua la tête. C'est pour ça que je suis triste, dit-elle en haussant les épaules, comme si la pièce manquante était évidente. Nicolas l'observa, comment elle se mordait la lèvre en réfléchissant, la fossette sur sa joue gauche quand elle souriait. Sa propre mère avait la même fossette. Valentina, puis-je vous poser une question personnelle, réussit-il à dire. Bien sûr. C'est quand votre anniversaire exactement? Le 15 octobre 2018. Nicolas fit le calcul. Lucia avait quitté l'entreprise en juillet de cette année-là. Si elle avait été enceinte à ce moment-là. Il se secoua. Monsieur Nicolas, vous avez encore une drôle d'allure. Je vais bien, le rassura Valentina. J'ai juste besoin de passer quelques coups de fil. Cet après-midi-là, il se rendit chez le docteur Mendoza pour un test ADN, le cœur battant à tout rompre, entre effroi et espoir. Tard dans la soirée, les mains tremblantes, il lut les résultats, il était bien son père. 3 jours à observer ses gestes doux et ses expressions rusées, 9,9% de chances de paternité ou se révélèrent faux. De retour à l'hôpital, Nicolas trouva Valentina dans le couloir, faisant les 100 pas avec une simple feuille de papier. « Que fais-tu, ma fille » demanda-t-il doucement. Elle lui tendit sa lettre. « Cher Dieu au directeur de l'hôpital. Ma mère a besoin d'un nouveau cœur très rapidement. Les médecins disent que le sien ne lui sert plus et qu'elle pourrait mourir. Je ne veux pas être seul. J'ai 400 pesos de côté et je peux faire du ménage ou autre. S'il vous plaît, aidez-moi à sauver ma mère. Sincèrement. Valentina Rivera, 6 ans. Sa poitrine se serra en lisant sa supplique. Valentina, viens ici. Ils s'assirent sur les chaises en plastique bleu. Le docteur Camila vous a expliqué ce qui se passe, demanda-t-il doucement. Oui, répondit Valentina. Son cœur est très fatigué. Il lui en faudrait un neuf, comme quand mon vélo est tombé en panne et qu'on a dû changer les pneus. Elle marqua une pause. Mais les cœurs viennent de gens qui n'en ont plus besoin, et ça n'arrive pas souvent. Nicolas passa un bras autour de ses frêles épaules. On trouvera une solution. Je te le promets. Elle leva les yeux avec curiosité. Comment peux-tu en être si sûr? Il hésita, puis parla à voix basse. Parce que maintenant je sais quelque chose que j'ignorais. Ta mère et moi étions très proches il y a des années, et j'ai une raison importante de vous aider toutes les deux. Cette nuit-là, il resta tard, attendant que Lucia se réveille. À 11 heures, ses paupières s'ouvrirent brusquement, la confusion dans son regard. En le voyant, les larmes lui montèrent aux yeux. Il se pencha. Valentina va bien. Elle dort dans la salle d'attente. Elle est très courageuse. Lucia lui serra la main. Il continua doucement, je crois savoir ce que tu veux dire. Ses yeux s'écarquillèrent. C'est ma fille, n'est-ce pas? Une larme coula sur sa joue et elle hocha la tête. Épuisée, elle désigna faiblement la table de nuit où reposait un petit sac. À l'intérieur, il trouva un vieux portefeuille, des photos de Valentina et une enveloppe jaunie scellée de la main de Lucia. Il déplia la lettre datée du 20 juillet 2018. Nicolas, j'ai essayé de te parler plusieurs fois cette semaine, mais tu es toujours occupé. Ta secrétaire te dit de ne pas t'embêter avec des choses personnelles, mais c'est important. Je suis enceinte, c'est de toi, je sais. Nicolas se tenait dans la chambre d'hôpital sombre, le poids du passé confirmant enfin la promesse de leur avenir. On n'avait pas prévu ça, mais c'est arrivé. Je ne te demande pas en mariage, je pensais juste que tu avais le droit de savoir. Si tu veux faire partie de la vie de ce bébé, contacte-moi. Sinon, je comprendrai, mais il fallait que je te le dise. Lucia Nicolas lut la lettre 3 fois. Il se souvenait parfaitement de cette semaine. Il était en train de conclure une affaire importante, et Laetitia, sa secrétaire, lui avait dit que Lucia insistait beaucoup et qu'il avait des choses plus importantes à faire. Laetitia intercepta la lettre et l'empêcha d'en savoir plus sur sa propre fille. Une fureur sans précédent envahit Nicolas, accompagnée d'une profonde tristesse. Il avait perdu 6 ans de la vie de Valentina aux 6 années durant lesquelles Lucia avait élevé seule leur fille, le haïssant probablement de les avoir ignorés tous les deux. Il regarda vers le lit où reposait Lucia, la respiration irrégulière et laborieuse, son moniteur cardiaque affichant un rythme irrégulier. « Je vais vous sauver » murmura-t-il.
Vous deux, je vous le jure. Il quitta la pièce avec une détermination qu'il n'avait pas ressentie depuis des années. Des appels à passer, des faveurs à obtenir et une secrétaire avec qui régler ses comptes, pour la première fois de sa vie, Nicolas Herrera allait se battre pour quelque chose de plus important que l'argent. Il allait se battre pour sa famille. Où est Laetitia? Nicolas fit irruption dans son bureau à 7 heures du matin, les yeux rougis par le manque de sommeil, la lettre de Lucia froissée dans son poing. « Bonjour, monsieur Herrera », dit Laetitia en levant les yeux de son ordinateur avec un sourire professionnel. Elle était arrivée tôt aujourd'hui. « J'ai besoin de vous parler tout de suite. » Bien sûr, dit-il en fermant la porte vitrée et en posant la lettre sur son bureau. Reconnaissez-vous cela? Laetitia s'approcha et jeta un coup d'œil au papier. Son expression changea instantanément. Je ne sais pas de quoi vous parlez. Lucia Rivera, juillet 2018? Une lettre qui ne m'est jamais parvenue, monsieur Herrera. Non, ne me mens pas, cria Nicolas en frappant du poing sur le bureau. Cette femme est en train de mourir à l'hôpital. Ma fille vit seule, essayant de sauver sa mère avec 400 pesos. As-tu une idée de ce que tu as causé? Laetitia resta silencieuse un long moment avant que sa voix ne surgisse, dénuée de toute douceur professionnelle. Ma fille, il s'avère que c'est ta fille. Bien sûr que je savais qu'elle était enceinte. Elle venait ici tous les matins, nauséeuse, pour te demander de lui parler d'une affaire personnelle urgente. Pourquoi ne m'as-tu rien dit? Laetitia se redressa sur sa chaise, une posture de défi. Parce que tu avais des choses plus importantes à faire. Tu étais en train de conclure cet accord avec les Japonais, tu ne voulais pas laisser une secrétaire temporaire te distraire avec tes problèmes. Tes problèmes étaient mon fils. Que étais-je censé faire? Demanda Nicolas. Tout laisser tomber pour jouer à la maison avec un employé? S'il vous plaît, monsieur Herrera, nous savons tous les deux quel genre d'homme vous êtes. Nicolas avait l'impression d'avoir reçu une gifle. Quel genre d'homme me prends-tu? Le type qui couche avec ses employés et les oublie? Le type qui fait passer le travail avant tout? Non, je ne suis pas cet homme-là. J'ai travaillé pour vous pendant 10 ans, rétorqua Laetitia. Je vous ai vu avec d'autres secrétaires, des clients, des partenaires commerciaux ou tous de simples passagers. Pourquoi Lucia serait-elle différente? Sérieusement, pourquoi ne l'as-tu pas cherchée quand elle a arrêté de venir? Pourquoi ne t'es-tu pas renseigné sur elle? Nicolas n'avait pas de réponse. Laetitia avait en partie raison. Il avait accepté l'excuse de l'irresponsabilité et avait continué sa vie. Je t'ai rendu service, continua-t-elle. Je t'ai épargné des années de pension alimentaire, de responsabilité, et une femme qui te harcelait sans cesse pour de l'argent. Une dernière faveur, me voler l'occasion de rencontrer ma fille. Ta fille est-elle mieux sans toi? Tu es comme Lucia, gronda Théil. Comment peux-tu dire ça? Lucia est mourante. Valentina est seule, et tu es là à jouer les héros alors qu'il est déjà trop tard. Nicolas se pencha sur son bureau. Tu sais ce qu'il y a de plus pathétique? Tu l'as fait par jalousie que j'ai eu quelque chose avec Lucia que tu n'aurais jamais eu. Le visage de Laetitia rougit. Tu ne sais pas de quoi tu parles. Oh, mais si, insista-t-il. 10 ans à attendre que je te remarque comme autre chose qu'une secrétaire efficace, à supporter mes rebuffades, mes mauvaises humeurs, mes aventures à attendre ton tour. C'est faux? Quand Lucia est arrivée, tu as vu quelque chose de réel entre nous, et tu n'as pas pu le supporter. Laetitia se leva brusquement. Oui, j'étais jalouse. J'étais là tous les jours pour organiser ta vie, et cette femme débarque 4 mois plus tard et se retrouve dans ton lit. Ça ne me donnait pas le droit de... À quoi? L'interrompit-il. Me protéger d'une bêtise? C'était exactement ça. Tu pensais que je l'épouserais par obligation, que je vivrais une vie misérable, et que je te reprocherais ensuite de ne pas m'avoir sauvé. Ce n'était pas ta décision, cracha-t-elle. Eh bien, c'est fait, et regarde où tu en es maintenant, Lucia meurt seule, et tu te sens coupable d'un événement survenu il y a des années. Nicolas attrapa son téléphone sur le bureau. Appelle la sécurité. Je veux que tu sortes, et ne te laisse pas frapper à la porte en sortant. C'est une erreur, monsieur Herrera, dit Laetitia, encore en train de réfléchir. L'erreur que j'ai commise il y a 10 ans a été de ne pas comprendre quel genre de personne vous étiez vraiment. Sans moi, cette entreprise s'effondrera. On verra bien, répondit-il froidement. 20 minutes plus tard,
Laetitia quittait le bâtiment avec un carton contenant ses affaires. Nicolas observait la scène depuis la fenêtre de son bureau, un mélange de satisfaction et de vide le submergeant. Son téléphone sonna. « Monsieur Herrera ? C'est le docteur Rio de l'hôpital. Vous devez venir immédiatement, l'état de Lucia s'est aggravé. » Nicolas raccrocha et courut vers l'ascenseur. Tandis que le taxi zigzaguait dans la circulation, il appela son avocat. « Roberto, renseigne-toi sur les opérations cardiaques expérimentales et dresse une liste des meilleurs cardiologues du pays. Peu importe le prix, quand pourras-tu la voir ? » Hier, murmura-t-il. Il pensa à Valentina qui attendait à l'hôpital, écrivant probablement une autre lettre à Dieu. Il pensa à Lucia luttant pour sa vie, persuadé qu'il l'avait abandonnée volontairement. Il ne pouvait pas changer le passé, mais il avait encore le temps de changer l'avenir. Sinon, il serait trop tard. Nicolas fit irruption au 5e étage et trouva le docteur Rio et une équipe de médecins autour du lit de Lucia. Valentina se tenait dans un coin, les yeux écarquillés, observant la pose de nouveau fils et tube sur sa mère. « Que se passe-t-il ? Demanda Nicolas. Son cœur s'affaiblit plus vite que prévu, a déclaré le docteur Rio d'un ton grave. Nous l'avons inscrite sur la liste d'attente pour une transplantation d'urgence, mais les chances de trouver un cœur compatible en quelques heures sont très minces. Nicolas jeta un coup d'œil à Valentina, qui s'était approchée pour entendre leur conversation. « Quelles autres options avons-nous ? Demanda-t-il. Une intervention chirurgicale expérimentale est-elle en cours de test à Guadalajara ? Un dispositif d'assistance ventriculaire qui pourrait la maintenir en vie en attendant la greffe ? » Il laissa la question en suspens. Les risques étaient élevés, mais sans elle, le médecin n'eut pas besoin de terminer sa phrase. « Combien de temps avons-nous pour décider ? Insista Nicolas, le cœur battant. « Des heures, peut-être moins. » Il s'agenouilla pour croiser le regard de Valentina. « Ma fille, as-tu compris ce que j'ai dit ? » Valentina réfléchit un instant. Le médecin a dit que maman mourrait plus vite, certes, mais elle a aussi dit qu'une opération pourrait l'aider, quelque chose pour réparer son cœur. Mais c'est dangereux. Elle marqua une pause, pesant ses mots. Nicolas sentit la question lui venir à l'esprit, un enfant de 6 ans comprenait les enjeux mieux que la plupart des adultes. « Non, ma chérie, ce n'est pas plus dangereux que de mourir, répondit-il doucement. Alors il faut le faire. Je dois d'abord parler à ta mère. Peut-elle se réveiller ? Quelques instants plus tard, les yeux de Lucia s'ouvrirent brusquement. Elle était pâle mais consciente, son respirateur retiré brièvement pour pouvoir parler, même si sa voix n'était qu'un murmure. « Bonjour », murmura-t-elle à Nicolas. Il sourit, submergé par le soulagement. C'était la Lucia qu'il connaissait, sarcastique, même dans les pires moments. « Lucia, il faut qu'on parle. »« Je sais, » dit-elle, le regard fixe. « Valentina m'a dit que tu connaissais déjà la vérité. Pourquoi n'as-tu pas insisté ? Pourquoi n'es-tu pas venu me chercher ? » « Oui, » répondit Nicolas, la voix tremblante. « Votre secrétaire m'a dit que vous étiez trop occupé avec vos problèmes d'employé et que si je voulais une aide financière, il me faudrait un avocat. » Elle haussa un sourcil. « Je n'ai jamais dit ça. » Il ferma les yeux. « Je sais. Mais à l'époque, je t'ai cru. » L'expression de Lucia s'adoucit. « M'aurais-tu épousée par obligation si tu avais su ? Aurais-tu été heureuse ? » Nicolas hésita, puis répondit avec assurance. « J'aurais fait de mon mieux. C'est tout ce qui compte maintenant. » Il lui prit la main. « L'opération à Guadalajara est risquée, prévint-il, mais regardez-moi, je ne fais aucune promesse que je ne puisse tenir. »« Ne me dis pas que tout ira bien, » murmura Lucia. « Ne me promets pas une famille heureuse. Ne me dis pas que tu m'aimes, car nous savons tous les deux que ce n'est pas vrai. Lucie, réponds juste une chose. Si je ne viens pas, tu t'occuperas de Valentina. » Nicolas déglutit. « Oui. Je prendrai soin d'elle comme si elle était la chose la plus importante au monde, même si cela signifie changer complètement ma vie. » Un faible sourire étira les lèvres de Lucia. « Ma vie a déjà changé, dit-elle. Opérez-vous. »« Tu es sûr ? demanda-t-il. »« J'ai 6 ans de raison d'en être sûr. »« Maman, tu vas mourir ? demanda Valentina, soudain à son chevet. Lucia serra la main de sa fille. « Je ne sais pas, mon amour, mais je me battrai de toutes mes forces. Et si je n'y arrive pas, ton père prendra soin de toi. »
Valentina se tourna vers Nicolas, son regard sérieux, familier et perçant. Tu vas vraiment prendre soin de moi? Même quand je suis agaçante? Il sourit, le cœur lourd. Autant d'histoires que tu veux avant de dormir. Je viendrai à toutes les réunions d'école et je ne partirai jamais, même si je suis très occupé. Le hochement de tête de Valentina était résolu. D'accord. Ma mère peut se faire opérer. 3 heures plus tard, Nicolas avait organisé un vol sanitaire pour Guadalajara, obtenu l'équipe médicale spécialisée et les autorisations de chirurgie expérimentale, et libéré son agenda. Tandis que le docteur Rio préparait Lucia pour le transfert, il se pencha. Il y a quelque chose que Valentina m'a demandé de vous donner. Il tendit à Nicolas une feuille pliée. L'ouvrant, Nicolas lut. Cher papa, maintenant que je sais que tu es mon père, merci d'avoir aidé ma mère. J'espère qu'elle ne mourra pas, mais si c'est le cas, ne sois pas triste. Les papas arrivent parfois en retard, mais ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais. Je vais t'apprendre à être papa si tu ne sais pas. Je t'aime, ta fille Valentina. PS, peux-tu m'acheter une glace après l'opération? Nicolas s'affala sur une chaise, bouleversé. Valentina apparut à ses côtés. As-tu lu ma lettre? Il hocha la tête. Oui, ma fille. Est-ce que je peux t'appeler papa? Il retint son souffle, le mot lui transperçant le cœur. Sans aucun doute. Le sourire de Valentina était radieux, le premier depuis des jours. On va sauver ma mère, pas vrai, papa? On va tout faire pour y parvenir. À l'hôpital de cardiologie de Guadalajara, le docteur Jiménez a expliqué, l'appareil aidera son cœur à pomper en attendant une greffe. L'opération dure 8 à 12 heures. Les chances de réussite sont d'environ 60, voire 70%, si elle ne rejette pas l'opération. Valentina écoutait sans ciller. Docteur, je ne suis pas stupide, je sais que maman pourrait mourir. Mais si vous ne faites rien, elle mourra, c'est sûr. Alors, allons-y. Surpris, le docteur Jiménez sourit. Votre fille est très mature pour son âge. Oui, c'est vrai, acquiesça Nicolas. À 14 heures, Lucia fut emmenée au bloc opératoire. Valentina s'approcha du brancard. Maman, sois sage et bats-toi bien. La voix de Lucia tremblait mais était forte, je me bats toujours avec acharnement, mon amour. Elle leva les yeux vers Nicolas par-dessus la tête de Valentina. Prends soin d'elle, prends vraiment soin, pas comme tu t'occupes de tes affaires. Il la regarda dans les yeux. Elle est tout ce que j'ai. Les portes se sont fermées et le père et la fille ont attendu dans la pièce silencieuse. Qu'est-ce qu'on fait maintenant, papa? Demanda Valentina en s'appuyant contre lui. Il lui tapota la main. Tu veux savoir comment j'ai rencontré ta mère? Elle hocha la tête et se blottit contre lui. Ta mère a rejoint mon entreprise alors que tu n'étais enceinte que de quelques mois. Je l'ignorais encore, mais elle était belle et incroyablement intelligente, encore plus que moi. Je suis tombée amoureuse très vite, même si j'étais trop bête pour m'en rendre compte. Valentina lui sourit. Pourquoi penses-tu que j'ai été stupide? Demanda-t-il doucement. Parce que tu pensais que le travail était la chose la plus importante au monde, répondit-elle. Il baissa les yeux vers sa fille, l'espoir et la détermination brillant dans ses yeux. Plus maintenant. Je n'avais pas compris qu'il y avait des choses plus importantes, comme la famille, comme prendre soin des gens qu'on aime. Valentina resta silencieuse un instant puis demanda, « Est-ce que tu m'aimes » La question prit Nicolas au dépourvu. Il regarda la petite fille apparue dans sa vie une semaine plus tôt, celle qui partageait son regard et sa détermination, celle qui vivait seule, essayant de sauver sa mère. « Oui, dit-il doucement. Je t'aime, même si tu me connais à peine. Je te connais depuis toujours, sauf que je ne m'en rendais compte qu'à présent. » C'est gentil, murmura Valentina en s'endormant, se blottissant contre son épaule. Les heures passèrent lentement. Nicolas resta parfaitement immobile pour ne pas la réveiller, de temps à autre, une infirmière sortait du bloc opératoire, et il la regardait avec espoir, pour ensuite la voir secouer la tête tandis qu'elle passait précipitamment, s'occupant d'autres patients. À 20 heures ce soir-là, Valentina se réveilla en sursaut. « Ma mère est déjà partie » demanda-t-elle en clignant des yeux. « Ma fille, j'ai faim. Allons manger quelque chose. » Ils trouvèrent la cafétéria au rez-de-chaussée de l'hôpital. Valentina commanda des quesadillas et du jus d'orange, Nicolas n'avait pas faim, mais il demanda un café. « Papa,
puis-je te demander quelque chose, dit-elle entre deux gorgées. Tout ce que vous voulez. Avez-vous déjà voulu avoir des enfants? Nicolas marqua une pause. Je n'y avais jamais vraiment pensé, j'étais toujours tellement occupé par mon travail. Et maintenant? Valentina haussa les épaules. Je crois que j'ai perdu mon temps. La gorge de Nicolas se serra. Pendant toutes ces années, tu n'as pas perdu ton temps. Tu m'attendais. La sagesse de cet enfant de 6 ans continuait de le surprendre. Sais-tu ce que j'aime le plus chez toi? Demanda-t-il. Quoi? Tu dis exactement ce que tu penses. Ma mère dit que parfois ça te met dans le pétrin, mais ça permet aussi aux gens de voir qui tu es vraiment. De retour dans la salle d'attente, il était 10 heures, et toujours aucune nouvelle du bloc opératoire. Valentina se rendormit, cette fois allongée sur 3 chaises, la tête posée sur les jambes de Nicolas. À 11h30, le docteur Jiménez est apparu, son masque chirurgical pendu au cou. Il semblait épuisé, mais souriait en s'approchant. Nicolas secoua doucement Valentina pour la réveiller. « Ma fille, le médecin est-il déjà parti? Comment va ma mère » murmura Valentina avant de reprendre conscience. L'opération a été un succès, a déclaré le docteur Jiménez. L'appareil fonctionne correctement et son cœur réagit bien. Les yeux de Valentina s'écarquillèrent. Ça veut dire qu'elle va guérir? Est-ce que ça veut dire qu'elle va vivre? Insista-t-elle. Il faudra attendre une greffe, a expliqué le médecin, mais cela nous laisse du temps. Peut-être des mois, voire plus d'1 an, si tout va bien. Pour la première fois depuis des jours, Nicolas sentit qu'il pouvait respirer. Valentina bondit et le serra dans ses bras. On a réussi, papa. On a sauvé ma mère. Il y a encore un long chemin à parcourir, ma fille, dit-il en lui repoussant les cheveux en arrière. Mais elle ne mourra pas demain. Non, répéta Valentina en souriant. Quand pourrons-nous la voir? Demanda-t-elle. Dans quelques heures, une fois qu'elle se réveillera de l'anesthésie, a répondu le docteur Jiménez. Cette nuit-là, Nicolas et Valentina dormirent sur les chaises longues de l'hôpital. Il la recouvrit de son sac de couchage et resta éveillé, regardant sa poitrine se soulever et s'abaisser. Pour la première fois depuis des années, il ne pensait plus au travail ni aux affaires, seulement à cette petite fille et à cette femme qui luttait pour sa vie juste un étage au-dessus. Il réalisa qu'il avait trouvé ce qu'il avait cherché toute sa vie sans même le savoir, une famille. 3 semaines plus tard, Lucia était assise au bord de son lit d'hôpital, essoufflée. Bien que l'appareil qu'elle portait à la poitrine fonctionnait parfaitement, sa convalescence fut plus lente que prévu. Les médecins ont dit que c'était normal, lui rappela Nicolas, assis près de la fenêtre. Ton corps a besoin de temps pour s'adapter. Mon corps a besoin d'un cœur qui fonctionne, pas d'un appareil en métal, répondit-elle d'une voix tremblante. Soudain, Valentina fit irruption, un sac en papier à la main. Maman, je t'ai apporté des gelées de fraises de la cafétéria. Tu les aimes? Lucia sourit et tendit la main. Merci, mon amour. Viens ici. Valentina grimpa dans son lit, prudente avec les fils. Tu te sens mieux? Demanda-t-elle. Un peu mieux chaque jour, a déclaré Lucia. Le kinésithérapeute dit que je dois marcher davantage. Je peux venir avec toi, proposa Valentina en repliant les jambes. Mais d'abord, laisse-moi manger ma confiture. Nicolas les observait tous les deux, le cœur rempli. En 3 semaines, il avait complètement réorganisé sa vie, son jeune frère dirigeait l'entreprise et, chaque matin, il emménageait dans un hôtel voisin. Il partageait le petit déjeuner avec Valentina à la cafétéria, rendait visite à Lucia, puis emmenait Valentina à l'école temporaire de l'hôpital pour les enfants de patients hospitalisés. « Papa, tu viens te promener avec nous ?» demanda Valentina. « Si ta mère le veut. » Lucia le regarda d'un regard doux. Bien qu'ils aient longuement parlé de médicaments, de programmes de thérapie et d'assurance, ils n'avaient jamais évoqué ce qui s'était passé entre eux, ni ce qui pourrait se passer ensuite. « Ce n'est pas grave, dit Lucia, mais allons-y doucement. » Ils entrèrent tous les 3 dans le jardin. Lucia avançait lentement, s'appuyant sur une canne, et s'arrêtait tous les 2 ou 3 pas pour reprendre son souffle. Valentina trottait à ses côtés, discutant de ses nouveaux amis. « Tu sais ce que le professeur m'a demandé aujourd'hui ?» demanda Valentina. « C'était toi et moi. Papa, tu devais te marier en sortant de l'hôpital. » Lucia se figea. « Et que lui as-tu dit ?» demanda-t-elle à Valentina. « J'ai dit que je ne savais pas, mais j'aimerais bien le savoir,
car alors nous pourrions tous vivre ensemble dans une grande maison. Un nœud se forma dans l'estomac de Nicolas. Ils avaient délibérément évité ce sujet pendant des semaines. Valentina, les choses ne sont pas toujours aussi faciles, dit doucement Lucia. Pourquoi pas? Parce que les adultes ont des problèmes complexes. Comme quoi, insista Valentina. Lucia jeta un coup d'œil à Nicolas, qui haussa les épaules, impuissant. Parfois, deux personnes s'aiment mais ne peuvent pas vivre ensemble, expliqua enfin Lucia. Valentina fronça les sourcils. C'est oui ou non? Lucia s'assit sur un banc, Nicolas s'installa à côté d'elle, Valentina entre eux. Ton père et moi, on s'aimait beaucoup il y a des années, commença Lucia. Mais les choses se sont compliquées, car il ne savait même pas que j'existais. Exactement, dit Valentina. Mais maintenant, il sait, il prend soin de nous, m'achète des glaces, me lit des histoires. Alors, où est le problème? Nicolas ouvrit la bouche pour parler, mais Lucia leva la main. Ne lui fais pas d'illusions, lui dit-elle dans un murmure. Elle te voit déjà comme le père parfait qui arrangera tout, mais quand je quitterai l'hôpital, quand tout redeviendra normal, tu retrouveras ta vraie vie. C'est ma vraie vie, dit Nicolas d'une voix ferme. Non, ta vraie vie, c'est ton entreprise, tes réunions, tes voyages d'affaires. Ce n'est qu'une pause. Pourquoi penses-tu ça? Demanda-t-il. Parce que je te connais, répondit Lucia. En temps normal, les gens font semblant de changer jusqu'à ce que les choses se corsent. Puis ils redeviennent ce qu'ils étaient. Nicolas s'approcha. Que dois-je faire pour que tu me croies? Lucia détourna le regard. Je ne sais pas si tu peux faire quelque chose. Lucia. Commença-t-il, mais elle l'interrompit. Ne me dis pas que tu m'aimes. Ne me promets pas que tout sera différent. Reste, si tu veux vraiment changer. Reste quand c'est ennuyeux, quand c'est difficile, quand Valentina pique des colères, que je suis de mauvaise humeur et que la vie est compliquée. Si tu restes, alors peut-être qu'on aura une chance. Valentina revint avec une bouteille d'eau à la main. Ils en ont assez de parler de choses d'adultes. Nicolas sourit. C'est fini, ils vont se marier, annonça-t-il. Les yeux de Valentina s'illuminèrent. D'abord, ta mère doit guérir complètement, a-t-il ajouté, et ensuite nous verrons ce qui se passe. Valentina soupira d'un air dramatique. Les adultes rendent tout tellement compliqué, se plaignit-elle en sautillant sur la pointe des pieds. Cet après-midi-là, tandis que Valentina faisait ses devoirs à la table d'hôpital, Nicolas se repassa les paroles de Lucia. Elle avait raison, il était facile d'être un héros en temps de crise, le véritable défi était d'être un bon mari et un bon père au quotidien. Mais pour la première fois, il voulait essayer, montrer qu'il en était capable. « Papa, tu peux rester ?» demanda Valentina un soir à l'épicerie. Nicolas sourit et la regarda. « Pourquoi y a-t-il une boîte de céréales dinosaures dans notre chariot? Tu détestes les céréales sucrées. » Elle gonfla les joues. « Je vis avec un enfant de 6 ans qui trouve que les céréales classiques ont un goût de carton. » Il rit. À côté des céréales se trouvaient des yaourts à la fraise, des biscuits aux pépites de chocolat et du jus de pomme, autant de choses qu'ils partageaient désormais en famille. Cela faisait 2 mois que Lucia avait quitté l'hôpital. Nicolas avait acheté une maison de 3 chambres avec un petit jardin dans un quartier calme. Officiellement, Lucia et Valentina y vivaient comme locataires temporaires pendant sa convalescence, mais en réalité, ils étaient devenus une famille étrange et fonctionnelle. « As-tu déjà appris à tresser tes cheveux ?» demanda Valentina en passant devant le rayon des bonbons. « Plus ou moins, » admit-il. « C'était de travers hier, mais ta mère dit que je vais mieux. » « C'est vrai, » acquiesça Valentina. Nicolas sourit intérieurement. Les premiers jours avaient été un désastre, il avait même essayé d'engager une baby-sitter, mais Valentina avait tellement pleuré qu'il avait dû la renvoyer. « Je veux que tu prennes soin de moi », avait-elle dit. Les vrais parents n'embauchent pas d'autres personnes pour s'occuper de leurs enfants. Il avait donc appris à préparer des petits déjeuners qui allaient au-delà du café et du pain grillé, à vérifier les mathématiques de première année, à lire des histoires avec différentes voix, à s'attaquer courageusement au tressage des cheveux, même si cela donnait toujours l'impression qu'il s'était battu avec un mixeur. « On peut avoir une glace ?» intervint Valentina. « On n'a pas fini le petit déjeuner. »« La glace, c'est pour après le déjeuner ?» a-t-il taquiné. « Planification stratégique, où as-tu appris cette expression ?» gloussa-t-elle. « Toi, dit-il avec un sérieux fin. À leur arrivée, Lucia était dans le jardin, arrosant les plantes achetées la semaine précédente.
Ses joues étaient à nouveau roses et elle pouvait marcher sans s'arrêter. Comment s'est passée ta course, demanda-t-elle. Papa, laisse-moi aller chercher des céréales dinosaures, cria Valentina en bondissant dans la cuisine. Lucia haussa un sourcil et Nicolas croisa son regard. Dans ce regard, il sentit une lueur d'espoir, peut-être, cette fois, la famille serait-elle éternelle. Je ne pouvais pas lui dire qu'elle ne m'avait pas fait une présentation complète sur l'importance nutritionnelle des dinosaures au petit déjeuner. Elle te manipule, me suis-je dit, et ça marche. Lucia sourit alors, un sourire sincère, loin du masque fragile qu'elle portait les premiers jours après sa sortie de l'hôpital. Tu sais ce qui est bizarre, demanda-t-elle. Qu'est-ce qui te met à l'aise? Ça, fait quoi? Être papa. Être normal. Nicolas s'affala dans un fauteuil de jardin. Je ne me sens pas normal. J'ai l'impression de jouer dans une pièce de théâtre, et à tout moment, quelqu'un va se rendre compte que je ne connais pas mon rôle. Mais tu t'en sors bien, insista Lucia. Tu crois que Valentina t'adore? On ne peut pas faire semblant. La question lui échappa avant qu'elle puisse s'en empêcher. Lucia resta silencieuse un instant, son regard se posant sur une plante assoiffée. Je pense que tu es différente d'avant, dit-elle finalement. Différente, plus présente. Avant, quand tu parlais, tu avais l'impression que ton esprit était ailleurs. Maintenant, tu écoutes vraiment. J'ai eu de bons professeurs, répondit-il doucement. Toi et Valentina m'avez appris qu'il y a des choses plus importantes que le travail. Elle posa le tuyau et le rejoignit sur la chaise. Nicolas, j'ai quelque chose à te dire. Son front se plissa. De quoi ai-je peur? Quoi? De m'habituer à ça, de croire que ça peut durer. De voir Valentina s'habituer à toi au point que si tu pars, elle me brisera le cœur. Je ne vais pas partir. Tu dis ça maintenant, mais ça fait 2 mois que tu n'as pas passé plus de quelques heures au bureau. Ton ancienne vie ne te manque-t-elle pas? Il marqua une pause. Certaines choses me manquent. Conclure un gros contrat, c'était incroyable, mais seulement quelques jours, avant d'en avoir besoin d'un autre. Voyager, c'était amusant, mais toujours? Sa voix s'éteignit. Tu penses déjà à y retourner, lança Lucia. Je n'ai pas fini. Il prit une inspiration. Toutes ces choses qui me manquent ne sont que des frissons passagers. On conclut un marché et on en a besoin d'un autre. On rentre d'un voyage dans un appartement vide. Et gérer son emploi du temps ne sert à rien si on n'a personne avec qui passer du temps. Lucia ne dit rien, le regardant. Il fit un signe de tête vers la maison où Valentina chantait en rangeant les courses. C'est agréable chaque jour. Différent, certes, mais toujours agréable, même si Valentina a piqué une crise ce matin parce qu'elle refusait de porter les chaussures que tu as choisies. Et même si j'ai encore mal à la poitrine la moitié du temps et que je me fatigue vite, surtout à cause de ça. Il marqua une pause, les commissures des lèvres crispées. Même si on doit manger des céréales dinosaures parce que ma fille t'a convaincu que c'était une bonne idée, enfin, peut-être pas spécialement à cause de ça. Lucia rit alors un vrai rire, celui dont il se souvenait de l'époque où il travaillait au bureau. Sais-tu ce que j'aime le plus chez toi maintenant, demanda-t-elle. Quoi? Que tu n'as pas peur de dire des bêtises. J'ai toujours dit des bêtises, a-t-il admis. Je trouvais juste que ça avait l'air intelligent. À ce moment-là, Valentina a fait irruption. On peut faire des cookies. J'ai vu une recette facile à la télé. Sais-tu faire des biscuits, demanda Lucia. Aucune idée, dit-il en s'avançant. Mais je suppose qu'on apprendra. Et on fera probablement des bêtises. Et ça ne te dérange pas du tout. Pour la première fois depuis qu'ils avaient emménagé ensemble, Lucia se pencha et l'embrassa sur la joue. Tu as peut-être une chance, murmura-t-elle. Et si le nouveau cœur ne tenait pas longtemps? La question de Valentina flottait dans l'air chaud du dimanche. Elles étaient assises sur un banc de parc, sous un grand arbre, le soleil de fin d'après-midi tachant l'herbe. Lucia venait de rentrer de son contrôle mensuel, l'appareil qu'elle portait à la poitrine fonctionnait parfaitement. « Pourquoi demandes-tu cela, mon amour » demanda-t-elle en serrant Valentina entre elles. Sophia, de ma classe, dit que les machines tombent en panne. Je ne veux pas que tu tombes en panne. Nicolas échangea un regard avec Lucia. Ils en avaient discuté en privé à plusieurs reprises, mais jamais devant leur fille. « Regarde ma fille » murmura Lucia en prenant les petites mains de Valentina. C'est vrai que l'appareil ne durera pas éternellement,
et j'attends toujours un nouveau cœur. Mais ça ne veut pas dire que notre époque est mauvaise. Ça veut juste dire que notre époque est différente. Valentina fronça les sourcils, pensive. Comment ça se fait que ce ne soit pas si mal? Quand on sait que son temps est peut-être limité, a déclaré Lucia, chaque instant devient plus important. Chaque petit déjeuner, chaque histoire du soir, chaque après-midi au parc. Les yeux de Valentina s'illuminèrent. Envie de savourer un morceau de chocolat lentement? Exactement. Valentina prit une grande inspiration. Et si un nouveau cœur ne venait jamais? Lucia avait préparé cette réponse pendant des mois. Elle inspira, puis parla doucement. Alors nous vivrons comme si chaque jour était le plus important du monde chaque jour, pour toujours, aussi longtemps que nous le pourrons. Nicolas lui passa un bras autour des épaules. Il avait appris à ne pas promettre ce qu'il ne pouvait pas tenir. Il savait qu'être père signifiait parfois ne pas avoir de réponse, mais être là quand même. « Tu sais ce que je pense » dit soudain Valentina. « Quoi » demandèrent-ils ensemble. « Que peut-être le nouveau cœur n'arrivera jamais et que cela n'a pas d'importance, car nous avons déjà tout ce dont nous avons besoin. » Valentina les regarda tour à tour. « J'ai ma mère et maintenant mon père. Nous vivons dans une jolie maison avec un jardin. Nous mangeons des céréales dinosaures au petit déjeuner. Papa a appris à faire des tresses moins moches. » Et, protesta Nicolas. Valentina gloussa. Ils sont presque parfaits maintenant. Les yeux de Lucia s'embuèrent. Quand es-tu devenue si sage? Demanda-t-elle. Quand j'ai compris que les fins heureuses ne consistent pas à ce que tout se passe parfaitement, a répondu Valentina, elles consistent à être ensemble pendant que les choses se produisent. Nicolas se pencha en avant. Où as-tu appris ça? Maman m'a appris à être courageuse dans les moments difficiles, a dit Valentina. Et tu m'as appris que les papas arrivent parfois en retard, mais qu'une fois arrivés, ils restent. Lucia sourit. Et qu'est-ce que tu nous as appris? Valentina réfléchit un instant. Je vous ai appris à tous les deux que l'amour ne se résume pas à la durée de votre vie commune, mais à l'importance que vous accordez à chaque instant. Ils étaient assis tranquillement, regardant les autres familles passer, les rires des enfants, le doux grincement des balançoires, les grands-parents nourrissant les canards. Tu sais ce que je veux faire demain? Demanda Valentina. Non, quoi? Je veux qu'on mange des céréales dinosaures tous les trois ensemble, puis que papa m'accompagne lentement à l'école pour qu'on ne soit pas pressé. Cet après-midi, on refait des cookies vraiment bons. Et ce soir, je veux que tu me lises l'histoire de la princesse qui a sauvé le dragon. C'est tout, taquina Nicolas. Non, s'exclama Valentina. Moi aussi, je veux plein de câlins, parce que ça fait durer le temps. Lucia prit la main de Nicolas, entrelaçant leurs doigts au-dessus de la tête de Valentina comme s'ils s'entraînaient depuis toujours. Tu sais quoi? Dit Valentina en levant les yeux vers le ciel doré. Je crois qu'on a déjà trouvé notre fin heureuse, surtout que ton cœur est emprunté. Lucia et Nicolas échangèrent un regard tendre. N'oublie pas, poursuivit Valentina, nous devons prendre soin de chaque jour que nous passons ensemble. Le soleil disparaissait derrière les arbres. D'autres familles rassemblaient leurs affaires, mais Lucia, Nicolas et Valentina s'attardaient, savourant ce moment comme un dernier morceau de chocolat. Prêt à rentrer à la maison? Demanda finalement Nicolas. Prête, répondirent Lucia et Valentina à l'unisson. Tandis qu'ils marchaient main dans la main, Nicolas réalisa qu'il avait passé sa vie à courir après le succès, des objectifs, un lointain lieu, important. Mais le plus important au monde était là, juste là, rentrer lentement chez lui avec sa famille, sans hâte, ensemble. Nicolas Herrera avait trouvé quelque chose qui durerait éternellement, même si, éternellement, ne signifiait qu'un jour à la fois. Et cela lui suffisait. Si cette histoire vous a autant ému que nous, partagez-la avec quelqu'un qui a besoin de se rappeler que l'amour arrive quand on s'y attend le moins, et toujours à temps pour transformer nos vies.